Alors bonjour à toutes et à tous, Valentin Franc à Desclous, analyse de marché pour Daily FX. Je suis accompagné aujourd'hui d'Ibrahim Chauvin. Bonjour Ibrahim. Salut, salut, bonjour à tous. Alors Ibrahim Chauvin que nous allons présenter, enfin qui va se présenter aujourd'hui. Il va nous présenter quelques conseils, quelques astuces. Il va nous présenter également son parcours qui est très intéressant. Et bien évidemment, si vous avez des questions, ce webinaire est interactif, donc n'hésitez pas à les poser. Si vous avez des questions pour Ibrahim, des commentaires, voilà, n'hésitez vraiment pas. Mais avant toute chose, comme d'habitude, je vous invite à prendre connaissance de l'avertissement égal sur le risque. Alors le trading avec effet levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité prend un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre prend un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, alors ce que je propose, c'est que nous passons sur l'écran d'Ibrahim et nous allons voir ensemble, nous allons pouvoir débuter finalement cette interview. Yes, alors, je vais afficher mon écran tout de suite. Parfait, tu me dis quand tu vas recevoir mon écran. C'est bon, ouais, c'est bon. Confirmer. Parfait, nickel. Ouais. Parfait. Alors, merci déjà Ibrahim d'accepter cette interview, merci à toi. Avec plaisir. Écoute, je te propose de te présenter déjà. Alors, c'est quoi ton expérience dans le trading? Voilà, présente-toi. Qu'est-ce que tu es en fait? Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Ibrahim Chauvin, j'ai 23 ans. Je trade sur les marchés financiers depuis maintenant 6 ans, bientôt 7. Je suis spécialisé sur les indices, à savoir surtout le DAX, qui est mon actif préféré. J'ai commencé à 17 ans exactement de mon côté. J'ai commencé notamment sur la plateforme Zulu Trade. J'ai été suivi par 170 000 $ de portefeuille client, en gros, où j'ai pu spéculer là-dessus. J'ai quitté ensuite, à la suite de quelques litiges avec la plateforme, j'ai pu me lancer moi-même, j'ai intégré un fonds de gestion, on a quitté, voilà, j'ai fait un petit peu mon propre parcours tout seul de mon côté, et puis j'ai créé maintenant, qui me prend beaucoup de temps, avec grand plaisir même, depuis 2015, l'école UCT Finance. Voilà, donc j'interviens sur l'école, sur les cours, sur la partie formation, la partie live, et puis à côté, je trade pour mon propre compte depuis tout ce temps. Voilà. Très bien. C'est vrai que ça fait longtemps que tu es dans le trading parce que je me souviens à mes débuts dans le trading, je te suivais et on en avait parlé une fois ou deux. Et c'est vrai que t'es un pionnier du coup de la communauté vraiment pour le coup. Yes, c'est vrai qu'on discutait il y a maintenant, il y a même plus de 5 ans, je pense. Hein. Ouais, il y a il y a plusieurs années. qu'on se connaît, donc ouais, c'est vrai. Puis toi, t'as évolué, maintenant t'as des FX, donc c'est génial, quoi. C'est magnifique. Exactement, oui. Alors du coup, toi, quelle est ta philosophie du trading? Parce que personnellement, je pense que chaque trader a sa propre méthode, a sa propre philosophie. Il faut aller marcher d'une certaine façon qu'une autre personne ne verrait pas. Donc toi, qu'est-ce que tu penses finalement des marchés? Qu'est-ce que ça te fait penser? Quelle est ta philosophie par rapport à cela? Eh ben écoute, moi je vais trader principalement, enfin, je suis trader directionnel, comme à peu près beaucoup de personnes en indépendant. Je vais énormément spéculer en intraday, je pense qu'on aura l'occasion d'en discuter après. En termes de philosophie, écoute, je me donne des horaires, j'essaie d'être discipliné dans mes horaires, j'essaie de profiter des écarts de marché. J'essaie d'avoir un plan quand même, un plan fixe avec des limites, une bonne gestion de risque. Et puis voilà, j'essaie de partager quand même au maximum. Je vais pas chercher la gourmandise, je vais pas chercher la surperformance. J'essaie juste de faire un trading simple, mais un trading qui me plaît et qui stresse le moins possible. Ok, Principalement. c'est cohérent. Du coup, tu trades sur plutôt du court terme, ça de l'intraday, hein, pardon. Ouais, je vais surtout trader sur du. Alors, je vais pas dire scalping parce que quand on dit scalping, maintenant, je pense qu'on parle de 2-3 pips de gains en général et ainsi de suite. Moi, je vais plus partir sur de l'intraday. Voilà, c'est plus de l'intraday. Okay. Je vais viser, donc, notamment sur le DAX, je vais essayer de prendre entre 20, 30, 40, 50 pips quand le marché, bien sûr, me le permet. Donc, je suis vraiment plus sur de l'intraday ces dernières années. Et pourquoi de l'intraday? Il y a une raison particulière à cela?
Écoute, moi le scalping, c'est pas quelque chose qui me convient. Alors, j'ai un peu tout testé et je pense que tout le monde l'a fait aussi. J'ai commencé par le scalping, où j'ai commencé à bien gagner au début, mais comme c'était entre guillemets la chance débutant, hein, j'ai pas mal gagné, j'ai pas mal perdu aussi par la suite, où j'ai craché un ou deux comptes de trading. Et puis je me suis rendu compte que non, le scalping c'est pas ce qui m'intéresse parce que il faut avoir raison assez souvent. Voilà, il faut avoir quand même une probabilité de gain assez élevée. Et ça me correspondait pas. Je voulais pas me mettre cette pression, en fait. Je voulais pas me mettre cette pression, tout bêtement. Je sais qu'il y en a beaucoup qui s'en sortent en scalping, et tant mieux. Moi, ça me correspond pas. J'ai testé du swing, mais c'est vrai que voilà, je suis pas un fan de swing. Alors ça peut m'arriver d'en faire, mais toujours en complément de l'intraday, parce que le swing, c'est intéressant. Maintenant, ça demande beaucoup de patience, et c'est vrai que j'aime bien, moi, spéculer sur la journée. J'aime bien trader sur la journée. J'aime bien savoir assez rapidement si ça va dans mon sens ou pas, à faire des analyses assez souvent. Donc voilà, l'intraday, c'est un petit peu le juste milieu entre toutes les qualités du scalping et tous les avantages, on va dire, du swing réunis sur un style de trading. Donc voilà, ça me permet aussi, à mon sens, de pouvoir profiter de mouvements de marché sur une demi-journée, par exemple. C'est vrai que je trade beaucoup, par exemple, le matin. Quand je fais ma journée le matin, quand j'essaie de faire mon gain, mon objectif hebdomadaire sur une matinée, par exemple, ça peut arriver, si bien sûr le marché le veut. Ça me permet aussi de prendre du temps pour moi, déjà, parce que je pense que le trading, c'est aussi ça, avant tout. C'est aussi la liberté. C'est pas que de trader, trader, trader. L'avantage du trading, c'est aussi qu'on puisse être indépendant, qu'on puisse être libre. Je pense que beaucoup se sont lancés là-dedans pour cette qualité principale. Et puis de pouvoir aussi de m'occuper, que ce soit de mes étudiants, de l'école, de manière générale. Voilà. Donc l'intraday me paraissait vraiment idéal, à la fois pour la rentabilité potentielle, bien sûr, et en même temps pour le temps disponible que tu peux avoir à côté. Ok. Et ok, très bien. Et tu m'as parlé du coup d'objectifs hebdomadaires. Donc Ouais. tu te fixes des objectifs hebdomadaires, pardon, pour quelle raison? Et d'ailleurs, quels sont, enfin, de manière générale, tes objectifs, c'est plutôt des points, un rendement, qu'est-ce que Alors, c'est? écoute, je me fixe des objectifs hebdomadaires. Alors, je me fixe des objectifs journaliers, hebdomadaires, mensuels, mais ce ne sont pas des objectifs, bien sûr, que je dois absolument respecter. Parce que je ne vais pas mettre une pression à forcer, par exemple, du trading alors que le marché ne me permet pas de le trader. On regarde le DAX, par exemple, quand le DAX vraiment, il fait aucun mouvement, je parle même pas de range, je parle vraiment de zéro volatilité, je ne vais pas essayer de tenter des positions. Typiquement, ce matin sur le DAX, pour ceux qui regardent un peu mon écran, hein, juste ici, sur ce pattern entre 8h et 11h ce matin, bon, il s'est pas passé grand-chose. On aurait pu profiter peut-être d'extrêmes de marché, mais voilà, je vais pas forcer le marché. Donc, je me donne quand même un objectif journalier au cas où j'ai un marché intéressant, où je peux initier plusieurs positions, je peux enchaîner plusieurs positions, et je me fixe ensuite un objectif hebdomadaire pour me donner un point de repère. Donc, c'est pas des objectifs que je vais forcément me dire, bah tiens, j'atteins cet objectif, j'arrête de trader. C'est plus, voilà, j'ai atteint cet objectif, je vais essayer de relativiser et je vais donc soit prendre un peu moins de risques lorsque je l'ai atteint, ou alors peut-être en prendre un peu plus. Ça va dépendre encore une fois du contexte du marché et puis de la performance que j'ai sur la semaine. Mon objectif hebdomadaire, il est calculé en pourcentage. Donc, je me fixe un objectif entre 2 et 3% hebdomadaire. J'estime que si on arrive à faire de belles positions, à bien lire le marché, à être bien patient, j'estime que c'est réalisable à raison de 0,5 à 1% de risque par position, ce qui me donne un objectif mensuel. Si je fais entre 6, 8, 10%, je suis très content. Voilà, donc c'est Ouais. pas des objectifs non plus irréalisables. Je vais pas dire mon objectif c'est 50%, mais j'essaie d'avoir des objectifs en fonction du marché. Si le marché ne bouge pas, par exemple, s'il n'y a pas eu d'énorme volatilité ce mois-ci, forcément ça va se sentir un petit peu plus sur la performance mensuelle. Ok. Ouais, c'est des bons objectifs quand même. 6-8%, c'est bien. Bah, C'est bien. honnêtement, oui, je trouve que c'est réalisable. Si tu prends 0,5% de risque et puis tu arrives à enchaîner 2-3 positions gagnantes uniquement sur la semaine, ta position, ton objectif, il peut déjà être atteint. 2% hebdomadaire, je trouve que c'est déjà très bien. Et Ouais. beaucoup vont se dire, c'est pas beaucoup, 2%, c'est rien du tout. 2%, c'est pas assez.
parce que malheureusement, on a la vision de le trading, c'est bon, je vais prendre le plus d'argent possible. Ou alors j'ai un petit compte, donc je ne peux pas me permettre de prendre aussi peu de gains. Mais il faut surtout pas voir ça comme ça. Il faut surtout pas voir l'argent sur le compte, mais il faut voir surtout le pourcentage. C'est pour ça que c'est important de raisonner en pourcentage. Et je trouve que 2%, tout le monde peut le faire en soi à partir du moment où on a une bonne méthode, où on a une bonne gestion de risque. Et ça reste le plus important. Et puis la psychologie qui suit à côté. Très bien, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Et du coup, comment tu t'es formé à travers ces années d'expérience? Et c'est que la pratique ou est-ce que, je sais pas, est-ce que tu as lu des livres en particulier? Voilà, Alors, comment niveau livre, je vais t'avouer, j'ai lu très rarement de livres sur le trading. J'ai commencé à feuilleter 2 livres au début, mais en fait, j'ai commencé à lire des livres de trading après à peu près un an et demi d'expérience sur le marché. Donc, ce que je lisais en fait sur ces livres qui étaient destinés vraiment aux débutants, ça m'a pas beaucoup aidé, on va dire. Donc, j'ai vraiment beaucoup appris. Donc, il y a 6-7 ans, malheureusement, il n'y avait pas beaucoup non plus de contenu. Il n'y avait pas autant de contenu gratuit sur Internet qu'on trouve aujourd'hui. Donc, j'ai dû chercher sur Internet. J'ai fouillé tous les sites. J'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube. Et la plupart du temps, j'ai appris en faisant des erreurs. Voilà, j'ai appris en crachant des comptes, j'ai appris en prenant des risques démesurés sur les positions et en la perdant absolument bêtement. J'ai appris en faisant de la contre-tendance. Voilà, j'ai appris beaucoup de mes propres erreurs et ça m'a permis après de me remettre en question et d'essayer de chercher pourquoi je perds, pourquoi je gagne, et de creuser encore et encore et encore ce genre, comment dire, ce genre de choses, quoi. Donc, beaucoup sur Internet. Voilà, j'ai pas fait de formation, pour te dire. En gros, je suis autodidacte. Alors, forcément, c'est plus dur, mais je trouve ça aussi quand même très enrichissant. J'ai pas été autodidacte j'ai été autodidacte, pardon, parce que à l'époque, quand j'avais 17 ans, j'avais pas bien sûr le capital à mettre déjà dans mon propre compte pour te dire, mais alors dans une école, c'était encore pire. Et puis à l'époque, c'est surtout que les écoles les moins chères, c'était peut-être 15 000 euros la formation. Donc je venais de quitter le lycée, j'ai quitté en première, j'ai décidé d'arrêter le lycée, j'ai pas continué plus loin parce que ça m'intéressait pas. Ce qui me passionnait, c'était les marchés financiers. Et c'est sûr que j'avais pas autant d'argent à mettre dans une école. Donc j'ai vraiment principalement appris de moi-même et du contenu qu'on peut trouver aujourd'hui sur Internet. Voilà. Je pense aujourd'hui encore, ceux qui commencent et ceux qui débutent en trading, ils ont énormément de chances de trouver des articles, des sites entiers remplis d'informations tout aussi gratuites. Ouais, c'est sûr. Ouais. Ok, bah écoute, félicitations hein, pour ces Yes. années d'autodidacte. Merci. De toute façon, tu prends le site de DailyFix. Hein, je me suis beaucoup servi de ce site aussi, que ce soit même au niveau des analyses, essayer de comprendre pourquoi telle personne réfléchissait comme ça. Et puis même toute la partie formation et tout, c'est génial, quoi. C'est du très bon Ouais. contenu. C'est vrai il y a beaucoup de sites finalement qui proposent du contenu et en regroupant tous ces sites, il y a beaucoup de contenu aujourd'hui. Hein. C'est vrai que C'est il y a un clair. peu de tout. Après, il faut aussi, c'est ça le problème, il faut aussi avoir la détermination de travailler sur ses cours. Quand j'ai Mm. commencé, quand j'ai étudié ce genre de site, je vous dis, j'ai traîné vraiment des heures et des heures. Je sais pas combien de nuits j'ai passé, de journées entières j'ai passé à éplucher les informations, mais je me suis pas arrêté là. Et c'est ce que je conseille à ceux qui me suivent ou qui nous écoutent maintenant. Faut pas s'arrêter à juste regarder un article et puis fermer le site et puis basta, quoi. Faut juste, voilà. Moi, j'estime que lorsqu'on apprend une phrase, par exemple, sur un site, une phrase que l'on ne connaît pas, par exemple, je sais pas, tu entends pour la première fois stop loss, à partir de là, il faut rechercher qu'est-ce qu'un stop loss, et puis une porte, on ouvre peut-être 10, et 10 portes, on ouvre 10 autres, et ainsi de suite, ainsi de suite. Je me suis pas du tout contenté comment dire, à juste lire. Il faut faire des recherches, et ça prend du temps, mais je pense que quand on est passionné, le temps, c'est pas un souci. Ouais, très clairement. Ouais. Très clairement. Moi, c'est à peu près de toute façon le même parcours hein, qu'on a partagé. Euh, et du coup, à travers toutes ces expériences, tu m'as parlé de trading de tendance, de trading de court terme. Globalement, dans les grosses lignes, c'est quoi ta méthode finalement de trading? Est-ce que tu utilises des indicateurs? Est-ce que tu en utilises plusieurs? Est-ce que c'est plutôt du price action? Est-ce que c'est plutôt des patterns?
Alors, Voilà. écoute, j'ai beaucoup tradé sur le chartisme, principalement, Ok. je fais du chartisme, mais j'utilise aussi quand même pas mal d'indicateurs. Donc en fait, je vais surtout prendre des positions via le chartiste, donc je vais confirmer mes positions, toute l'analyse technique, et ainsi de suite. Les indicateurs m'aident vraiment, comme son nom l'indique, à m'indiquer des informations supplémentaires. Donc je vais vraiment principalement axer mon trading sur le prix, euh, à savoir que en termes de style, je te disais, je fais de l'intraday, Mhm. et je recouvre un petit peu, en tout cas j'essaie de recouvrir un petit peu toutes les parties du marché. C'est-à-dire que je vais trader en tendance, je vais trader en range et je vais aussi trader en correctif. Ça, Ok. c'est vraiment les. Je vais essayer de tout recouvrir. Voilà, j'estime qu'il y a trois Donc grandes les parties. cassures de range, pardon. C'est ça. Ok. Pas vraiment les cassures de range, au contraire. Au Ok. contraire, parce que cassures de range, je me suis fait déjà bien avoir des années comme ça. Non, les Mhm. cassures de range, c'est terminé. C'est plus l'inverse. Je vais trader plutôt les arnaques de marché sur les ranges. C'est une Ok. méthode que j'ai en place qui est magnifique et qui, ouais, qui fonctionne très bien sur les ranges. Donc, je vais plutôt trader les extrêmes sur les ranges plutôt que vraiment l'intérieur ou même les cassures. Je pourrais trader une cassure, mais je trouve que les cassures, aujourd'hui, elles sont de moins en moins respectées sur les ranges. Alors, peut-être moins, peut-être pas sur le Forex. Je regarde pas trop le Forex, mais je trouve que sur les indices, les cassures de range, euh, ça marche de moins en moins. Donc, je vais plutôt essayer de trader les extrêmes à l'inverse. Sur du marché en correctif, et sur du marché en tendance, je vais principalement, vous le voyez à l'écran, je vais principalement travailler autour des zones de prix. Donc, je vais faire énormément d'analyse technique le matin. Tous les matins, je vais tracer mes zones. Je vais essayer de multiplier les zones court terme, moyen terme, long terme. Et par rapport justement à ce que me disent aussi mes indicateurs, donc on voit par exemple en bas à gauche, on voit du pivot journalier avec un remplissage, on voit des moyennes mobiles, on voit des bandes de Bollinger. Voilà, ça me donne des informations supplémentaires, mais je base vraiment mon trading sur du chartiste euh, avec des rebonds de zone principalement, dans le sens de la tendance. Donc Ok. quelque chose de relativement simple en fait, quelque chose de relativement simple. Donc mais je base tout en fait sur l'analyse technique. C'est mon Ah, biais c'est principal. intéressant. Ok, donc c'est pas du tout un système mécanique de Ah trading. bah, en fait, si tu veux, j'ai plusieurs stratégies. J'ai plusieurs Ok. stratégies en fait que je vais vraiment appliquer en fonction du contexte. Je vais avoir une stratégie justement pour le range, comme je te disais en extrême. Je vais avoir Mhm. une stratégie spécifique pour du trading de correctif. Je vais avoir une stratégie spécifique lorsque je vais trader justement les marchés en tendance, comme un petit peu aujourd'hui. On a quand même, malgré ce matin qui n'a pas été super intéressant, on a quand même un marché en range. Et sur une des stratégies que j'utilise et même que j'enseigne eh bien, en range, je vais utiliser aussi des systèmes systémiques, à savoir validés par telle condition d'indicateur. Ça, c'est pour justement habituer au début à trader avec une méthode simple. Et puis petit à petit, le but, c'est d'évoluer sur une méthode chartiste complètement ouverte et sans indicateur obligatoirement, quoi. Mais j'ai quand même des méthodes, oui, qui sont basées sur les indicateurs techniques. Ok. Voilà. J'essaie de varier en fait en fonction du contexte. Ça, c'est vraiment ce que j'essaie de faire le plus. C'est ma priorité. Ok. Et du coup, j'ai envie de te poser une question. Pourquoi pas se baser uniquement sur les indicateurs? Pourquoi ne pas. Ah, pour trader. Tu Oui. parles pour trader. Ah, Oui. parce que les indicateurs sont. Alors, les indicateurs sont très intéressants, mais la plupart des indicateurs sont en retard. C'est malheureusement, c'est comme ça. Mais les indicateurs techniques, on va dire, reflètent le prix selon X période. Et le problème, c'est que t'as beau chercher, trouver une information sur un indicateur, le prix, il l'a déjà fait. À une moyenne mobile 100, le temps que le marché se retourne, la moyenne mobile, elle est déjà loin. Donc, pour moi, il ne faut pas se limiter aux indicateurs techniques. Il faut juste voir vraiment l'indicateur technique comme une source d'information supplémentaire ou comme une confirmation supplémentaire. Mais surtout pas comme vraiment un indicateur me donne absolument telle chose. J'ai eu des personnes qui vont dire oui, moi j'ai tel indicateur, il me dit que ça monte, donc ça va forcément monter. Alors que non, pas du tout. Mm. C'est le prix qui décide, l'indicateur lui suit. Donc à l'arrière, l'indicateur il peut juste aider, mais si le marché se retourne, l'indicateur se retourne aussi. Donc pour moi, c'est important de trader le prix. En fait, c'est important de comprendre
que ce qu'il faut regarder en premier, c'est le prix, c'est pas l'indicateur technique. Si le prix dit telle chose, l'indicateur technique va forcément dire la même peut-être quelques minutes après. Donc je pense que c'est très important de lire le prix, c'est ce qui fait le marché, quoi. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais. Je Ah, sais c'est pas ce que... intéressant. Ouais. Parce qu'on Ouais, entend beaucoup, on voit beaucoup de personnes qui parlent d'indicateurs, mais finalement pas beaucoup de prix. Hein. Bah oui, je sais pas ce que t'en penses toi, mais je Non, trouve que je suis plutôt tout à fait d'accord ouais, avec toi. Je pense que le chartisme a une place vraiment très très importante dans l'analyse technique. Et de toute façon, le prix a toujours raison. Donc voilà, le prix c'est le plus important et vient ensuite les indicateurs. En tout cas, c'est ce que je pense. carrément. Parce que si je me trompe pas, tu utilises quand même aussi des indicateurs. Hein. Il me semble avoir vu du RSI des fois Oui, sur tes graphiques. oui, RSI, bande de Bollinger, mais globalement le prix c'est l'élément principal que je surveille. Clairement. Ouais, je suis bien Mm. d'accord. Bien sûr. Ok, bah merci. Et donc du coup pour toi on va parler plutôt maintenant d'un trader. Qu'est-ce que c'est un trader? Qu'est-ce que c'est un bon trader selon toi? Qu'est-ce que tu dirais à un nouveau trader, à un débutant qui souhaiterait commencer son aventure de trading? Qu'est-ce que tu lui conseillerais de faire? Waouh, qu'il faut qu'il s'accroche déjà. Je Ouais, pense qu'il faut qu'il s'accroche il faut qu'il soit prêt quand même à être secoué psychologiquement. Parce que le trading, malheureusement, même après 7 ans, même après peut-être 20, 30 ans, le trading, c'est pas évident dans un sens. C'est entièrement psychologique, le trading. Le problème, c'est qu'en trading, on a beau avoir une méthode, la psychologie, si elle suit pas, c'est fini. Donc, ce que je dirais, un bon trader, pour moi, c'est quelqu'un qui va être déjà de impatient. Donc, il va comprendre cette notion de il faut attendre les opportunités. C'est pas à nous de provoquer l'opportunité, c'est plutôt au marché de nous la donner. Pour moi, à partir du moment où on comprend ça, c'est déjà on devrait changer son trading. Beaucoup de personnes vont se poser, par exemple, 1 heure devant l'écran et vont se dire, bah moi, pendant 1 heure, je trade. J'ai forcément un trade pendant 1 heure. Alors que pas du tout. C'est encore une fois, c'est le marché qui confirme selon sa stratégie, selon son plan, et ainsi de suite. Deuxième point, pour moi, un bon trader, c'est quelqu'un qui sait s'adapter au marché. Par rapport aussi à la patience, c'est quelqu'un qui doit savoir lire le prix et comprendre un petit peu dans quel environnement évolue mon marché. Donc, on va faire un peu d'analyse comportementale, à savoir, est-ce que si je suis dans un range, je devrais, de quelle façon je devrais trader. Beaucoup, je trouve, et ça c'est dommage de ce que je vois en tout cas, et c'est que mon avis, je vois beaucoup de personnes qui utilisent tout le temps les mêmes stratégies à n'importe quel moment du marché. Alors que clairement, c'est pas le cas. Quelqu'un qui va utiliser une stratégie de tendance dans un marché en range, il va se faire laminer. Et c'est normal. Pareil dans un marché correctif, s'il utilise des méthodes de continuation de tendance, mais il se fait laminer aussi. Donc, il faut savoir s'adapter, et il faut savoir vraiment faire de l'analyse comportementale pour savoir où va mon marché, ou en tout cas où est susceptible d'aller mon marché, parce qu'on ne peut jamais être sûr. Et il faut qu'il sache aussi, voilà, dans quel contexte je suis, donc quelle stratégie je vais appliquer. Et puis troisième point pour moi, un bon trader, ça va être quelqu'un qui va savoir gérer bien sûr son portefeuille. Tout ce qui est gestion de risque, c'est tellement important. Savoir bien gérer son risque, être discipliné par rapport à ça, c'est-à-dire je vais mettre 0,5% de risque, je vais mettre 1% de risque, je vais pas mettre plus de 2% de risque sur mes positions. Donc quelqu'un qui est conscient que vraiment la gestion de risque, c'est une grosse partie de son trading et que sans gestion de risque, il pourra pas réussir sur du long terme. Quelqu'un qui va avoir des objectifs très hauts. J'ai déjà vu des personnes qui ont dit oui, mon objectif c'est 100% par mois. Voilà, évidemment, faut redescendre sur terre. Le trading, c'est pas 100% par mois. On peut le faire, mais c'est pas rentable psychologiquement sur du long terme. Donc c'est vrai que savoir gérer son portefeuille, c'est super important, d'avoir conscience d'adapter sa gestion de risque aussi en fonction du contexte, de l'évolution de l'environnement de son marché. Malheureusement, après, ce genre de choses, on l'apprend aussi surtout avec nos propres erreurs. Après, c'est humain, hein, mais on a beau dire, voilà, trader, évitez de trader en contre-tendance quand vous commencez le trading, ou alors misez pas plus de 2% de risque sur vos positions. On est humain et je pense qu'on l'a tous fait au début. Je pense qu'on a tous cramé un compte au début et puis on s'est rendu compte que non, c'est pas comme ça qu'on doit trader. Donc voilà, pour moi, un bon trader, et je pense que c'est mon quatrième point, c'est un trader c'est une personne qui doit se remettre en question.
Donc par rapport à ça, quand on fait des erreurs, quand on va avoir un trade perdant, quand on va même gagner un trade, parce que c'est aussi important de savoir pourquoi on gagne le trade, même si normalement on le sait à l'avance puisqu'on a un plan bien détaillé, une stratégie, ainsi de suite, c'est important de se remettre en question, de suivre son évolution, de savoir, voilà, qu'est-ce que je fais de mal, qu'est-ce que je fais de bien, et d'essayer vraiment d'évoluer dans le bon sens. Ok, ok, c'est intéressant. Ouais. Et Mmh. du coup, quelle est selon toi la durée pour estimer être un trader rentable si je devais commencer le trading demain? Dans combien de temps je pourrais en tout cas estimer être rentable? Si tu commences de zéro demain, Voilà. ouais, bon, bah après, je pourrais pas forcément répondre avec des chiffres concrets parce que ça Mhm. dépend de la personne, ça dépend, je pense que tu sais très bien, hein, ça dépend du temps qu'il a disponible, du capital qu'il a, parce que ça peut énormément influencer sa psychologie, ça dépend, est-ce qu'il a une sécurité derrière, financièrement, Mhm. c'est-à-dire que est-ce qu'il se lance pendant un an, est-ce qu'il a une sécurité financière pour s'assurer de pouvoir vivre et ne pas compter sur le trading uniquement pendant cette année-là, ça dépend de sa personnalité, bon, ça dépend de beaucoup de choses, mais je dirais que bon, je vais donner deux réponses différentes parce que ça Ok. dépend Ouais, aussi ouais. s'il est formé seul en autodidacte ou il est formé via un centre de formation. Même si, encore une fois, comme on disait tout à l'heure, aujourd'hui, on a la chance d'avoir beaucoup, beaucoup de contenu gratuit. Je pense que si tu es autodidacte, il faut facilement se donner entre 1 an et demi et 2 ans, je Ouais. pense, pour commencer réellement à te dire, ok, je suis en train de tenir quelque chose, je commence à avoir peut-être une méthode. Alors, ça peut paraître beaucoup, 1 an et demi, 2 ans, mais je peux vous dire que ça passe très rapidement en trading. Ça passe très, 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 très vite. Et quand on passe par une école, je pense entre 1 et 2 ans. Voilà, donc Ok. il y a pas non plus une énorme différence entre école ou pas école. Ça dépend encore une fois après de la personne et du profil. Il y a des personnes qui vont être autodidactes et qui vont réussir sans passer par une école. Et il y a d'autres personnes qui vont passer par une école et qui seront jamais rentables pour X raisons, soit parce que la formation ne lui convient plus, ne lui convient pas, ou parce qu'il n'a pas encore, il n'a pas assez travaillé sur les cours. Donc je pense, un, si on se donne une fourchette globale, entre 1 et 3 ans pour vraiment devenir rentable. Ça fait beaucoup, hein, je suis désolé, ça fait une grosse fourchette pour le coup, mais avec une bonne moyenne de 2 ans. Une bonne Ok. moyenne de 2 ans pour apprendre. Parce que c'est pas tout le temps évident. C'est vrai que quand on commence, il faut savoir par quoi commencer. Et ça, c'est là où, en général, je trouve où on perd le plus de temps. C'est vrai. C'est Je suis tout à fait c'est d'accord. vraiment par où je commence. Moi, personnellement, quand je me suis posé cette question, j'étais complètement largué. Je me dis, mais Hmm. par quoi je commence? Et tu commences par exemple, le timing. C'est ce qui m'est arrivé. J'ai commencé par apprendre uniquement le timing. Et je pense que c'est la pire des choses à faire parce que quand tu commences à essayer d'avoir les meilleures positions possibles en termes de timing, en fait, tu loupes tout parce que tu loupes la Hmm. gestion de risque, tu loupes l'analyse. Et l'analyse par rapport au timing, c'est 10 fois plus important. Donc, je pense que le plus difficile, et c'est pour ça que je pense que ça prend autant de temps, c'est pour ça que quelqu'un qui commence demain, pour moi, encore une fois, s'il travaille énormément et s'il a vraiment, voilà, s'il taffe énormément, s'il passe des jours dessus, et s'il arrive à raisonner et il arrive à être discipliné, en 6 mois, un an, je pense que tu peux commencer à faire des choses. Je n'ai pas dit être rentable, hein, je dis je pense que tu peux Hmm. commencer à faire des choses. Mais Ouais, c'est vrai. tout dépend du profil de la personne. Moi, Ouais, personnellement, parce j'ai qu'il faut mis, être rigoureux. Non, c'est vas-y, je ça. t'écoute. Ouais. Oui, Ouais. excuse-moi. Non, non, parce que je disais, ouais, faut être rigoureux, faut être patient, faut apprendre de Mm, ses erreurs. Donc c'est vrai que c'est pas tout le monde qui avance à la même vitesse. Et c'est clair. je suis plutôt d'accord avec ton estimation. À 1-3 ans, c'est une bonne fourchette. Je pense Oui. qu'à personne qui est vraiment proactive et qui a l'écoute et qui est patient sera beaucoup plus rapidement profitable. En tout cas, c'est ce que je pense. Euh, Par rapport à une personne qui est impatiente, qui a la maladie du clic, qui fait que cliquer pour trader. Et, C'est clair. euh, et voilà. Ouais. C'est clair, c'est clair. Mais oui, c'est le problème, hein, et puis, le problème, c'est que le trading, j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose d'à part parce que, tu vois, j'ai discuté ce matin avec un étudiant qui me disait, ben, moi j'en ai marre parce que
je fais du sport, donc il est très bon en sport, je suis discipliné en sport, mais j'arrive pas à être discipliné en trading. Et je me dis, mais c'est normal parce que le trading, tu peux pas en fait arriver et être directement discipliné. Tu peux pas juste avoir la psychologie, tu peux pas être patient dès le début en trading. Même si tu es patient dans la vie de tous les jours, pour moi, le trading, c'est malheureux, c'est malheureux, mais au tout début, ça te fait ressortir le pire de toi, j'ai l'impression. Et c'est le gros souci du trader. Et de toute façon, c'est ce qu'on dit tous, hein, le trading, le plus dur, c'est de se battre contre soi-même. Et à partir du moment où tu n'arrives pas à te battre contre, entre guillemets, un peu tes démons, c'est là où tu vas te ralentir. Donc, il faut être discipliné le maximum possible. Et quand bien même, c'est normal de faire des erreurs, c'est normal ouais, de prendre du temps avant de commencer. Mais le plus important, c'est de réussir à la fin, quoi. C'est l'objectif final, quand même. Enfin, en tout cas, un premier objectif plutôt. Parce que l'objectif final, c'est d'être régulier, mais après, c'est une autre histoire. Ouais. Ouais, c'est du coup comment tu gères la régularité? En ayant un plan, en ayant un On est plan en plan. solide, en ayant un plan tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Pour moi, c'est important d'avoir un plan, que tu connaisses ton plan. Pour moi, il va y avoir deux types de traders. Je pense que tu le vois rapidement. Pour moi, il y a deux types de traders. Il y a le trader qui ne va pas avoir de plan et qui, tous les matins, quand il va commencer sa session de trading, il va être assez paniqué. Il va pas comprendre ce qui se passe. Il va voir, tiens, l'ouverture cash 9 heures, le marché commence à monter, tiens, j'achète, tiens, ça vend, tiens, ceci. Et comme tu disais, il va avoir la maladie du clic, quoi. Et il va acheter, vendre, il va faire que ça, que ça. Et puis, bah, forcément, on sait très bien comment ça finit. On n'est pas rentable dans cette situation-là. Et pour moi, il va y avoir le deuxième type de trader qui, lui, va viser la régularité et qui va être consciencieux. C'est-à-dire que le matin, il va préparer son plan, il va savoir, il a la lecture du graphique, il va en fait suivre ensuite son marché, il va faire son analyse technique, il va faire sa routine déjà dès le matin, c'est le plus important. Le matin, pour prendre par exemple un exemple, moi, le matin, je me donne à peu près 30 à 40 minutes de routine tous les jours. Donc je vais commencer, donc la routine, je la commence à peu près 7 heures du matin, 2 heures avant vraiment la vraie ouverture, on va dire. À 7 heures, je vais regarder les annonces économiques, je vais regarder les annonces macroéconomiques, je vais faire la lecture de mon prix, je vais regarder ce qui s'est passé la veille, je vais essayer de faire un petit bilan. À partir de là, je vais créer mon scénario, je vais me dire, voilà, je suis prêt à acheter tel niveau, ceci, cela, et ainsi de suite. Et puis après, je commence à 9 heures et puis je commence à trader. Et pour moi, c'est deux types de trades différents, parce que, à mon sens, à partir du moment où tu as une stratégie, pour tel contexte, tel contexte, tel contexte, que tu as une méthode que tu connais, sur laquelle tu fais confiance, c'est le plus important, avec une gestion de risque, où tu sais, par exemple, que en tendance, tu vas risquer 1% de tes positions, en contre-tendance, tu vas risquer plutôt 0,5, en range, tu vas risquer tel pourcentage. Pour moi, tous ces éléments-là, à partir du moment où tu le sais, tu le connais, tu le maîtrises, c'est là que tu peux devenir régulier. Parce que gagner sur un mois, c'est pas compliqué, hein. Je pense que tout le monde l'a peut-être déjà fait une fois. Gagner en un mois, on fait deux positions gagnantes, j'arrête et puis j'ai gagné le mois. Mais gagner sur plusieurs mois, c'est un autre niveau. Voilà. J'estime en fait, si tu veux, qu'on a trois parties, on a trois grands cycles en trading. Tu as le premier cycle où ton objectif c'est d'arrêter. Tu as ton deuxième cycle, c'est ton objectif c'est de gagner. Et le troisième cycle, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est le plus difficile. Plutôt que de passer de perdant à gagnant, c'est devenir régulier. Et ça, c'est un autre niveau. Mais le problème, c'est que on ne peut pas devenir régulier, à mon sens, si on n'a pas tout ce que je viens de dire, à savoir la méthode, le plan, où tout est, comment dire, tout est prévu en fait dans sa tête. Alors certes, il faut savoir s'adapter au marché, mais je dois savoir qu'est-ce que je fais exactement à chaque fois. En tendance, je vais par exemple trader les rebonds de zone. Ça, c'est une chose. Après, en fonction du prix, en fonction de ce que fait le marché, c'est à moi ensuite de m'adapter. Mais juste savoir ça, pour moi, ça améliore nettement ta psychologie. Et à partir de là, c'est là où tu peux devenir régulier. Mais c'est clair, tu peux pas être régulier si la psychologie ne suit pas, hein. C'est ce qui est dommage. Je vois beaucoup de personnes qui arrivent à gagner des belles positions, mais à côté, le lendemain, ils vont perdre le double. Parce que soit ils vont overtrader juste après, soit ils vont pas se contenter de son gain et ils vont réinvestir ses bénéfices sur un trade qui est vraiment
qui était flingué, on va pas se le cacher, ou alors ça va être, ouais, overtrading. Ça c'est le plus, je pense, c'est le plus vu ça. Overtrading, Ouais, c'est ça fait mal malheureusement. pas mal. Ouais. Ah bon, Donc ouais, faut vraiment s'attacher à son plan, quoi. Et ne rien faire plus que son plan. exactement. Ouais. Pour Mm. moi, à partir du moment où tu as un plan, déjà, tu dois être plus confiant. Déjà, tu sais au moins ce que tu fais. Le problème, Mm. c'est que quand tu n'as pas de plan, bah, c'est ça le problème. Moi, au début, quand j'avais pas de plan, ça monte, j'achète. Je me pose pas plus de questions que ça. Alors que bon, Ouais. clairement, si je vois mon trading il y a pas longtemps, je rigolerais, quoi. Mais Mm. je regarde mon trading il y a 6 ans. Moi, je dis il y a pas longtemps, il y a 6 ans quand même, mais je rigolerais parce que je me disais 80-90% de mon compte de trading sur une position. Alors j'avais fait mon premier compte de trading, j'avais fait 100% en 1 heure. Je me suis dit, bon, bah, c'est cool, ça rentre dans mes Mm. objectifs. Bon, après, tu te rends compte que ça arrive pas, ça arrive pas comme ça, c'est clair et net. Bon, Il après, faut pas souper, quoi. oui, bah après, je l'ai craché la nuit d'après. La nuit, là, non, la nuit même, Ouais. je l'ai craché. Donc, Ouais. je pense que ça m'a bien appris, m'a bien appris, quoi. Mais bon, Ouais, tu m'étonnes. ouais, il faut passer par ce genre d'erreur, en fait. Il faut passer par ce genre d'erreur pour comprendre que le plan, s'attacher à son plan de trading, c'est ce qui est le plus important. C'est c'est un peu comme c'est un peu comme ses propres principes dans la vie en fait. Il faut s'attacher à ses propres principes, ses propres valeurs. À partir du moment où tu t'en éloignes, tu peux goûter au retour de flamme. Le trading c'est pareil. Tu as un plan, si tu le respectes pas, le marché en général te corrige. Et quand le marché te corrige, malheureusement, ça a tendance à piquer. Ouais, C'est bon. ouais, c'est vrai. Mais bon, après on l'apprend tous comme ça, hein. Oui, c'est une façon autodidacte, hein, d'apprendre, finalement. C'est comme ça que Tout à fait. Tout à fait. qu'on Mais apprend. ouais, j'ai envie de te dire, même en formation, même via une école, euh, ça empêche pas de faire quand même des erreurs. Ça empêche Bien pas, et sûr. c'est comme ça en fait, on est humain. Euh, Moi demain, enfin, si j'avais commencé par une formation, je suis sûr que ça m'aurait pas empêché de cracher un compte. C'est clair et net. Mm. Parce que j'ai besoin de faire cette erreur, parce que inconsciemment, je me serais dit, ouais, mais ça marche, ça a pas marché pour lui, mais moi, ça a marché pour moi. Et je pense Mm. on a tous ce petit ego au début de se dire, bah non, je vais trader sans stop, parce que bah, moi, je vais pas perdre mes Ouais. positions. Puis après, quand tu les perds à la chaîne, tu te rends compte que c'est important le stop loss. Tu te Ah, rends compte que, ouais, tu te rends compte que gérer ton risque, c'est important. Mm. Avant, quand tu pouvais mettre, oui, quand tu pouvais mettre, quand tu avais des leviers de 500, mais c'était n'importe quoi. Ah oui, Aujourd'hui, bon, on a la chance d'avoir le SMA. Après, ça, c'est un autre débat. Je pense qu'il y a pas, enfin, il y en a quelques-uns quand même qui sont, ah non, le SMA, c'est mauvais et tout. Pour moi, le SMA, ça reste, en soi, ça reste une bonne chose parce qu'au moins, maintenant, tu n'as plus le choix. Au moins, tu es obligé d'avoir des risques réduits ouais, c'est clair. et voilà, t'es obligé. Tu te capes sur au moins un vrai trading. Et si Mm. tu vas chercher du levier 500, tu sais que tu vas faire une folie un jour. Donc, C'est vrai que tu peux pas mettre 90% de ton capital sur une position maintenant. non, de préférence éviter. Ouais. De préférence éviter. Mais oui, comme c'est plus possible maintenant, il me semble que de ce que j'ai vu en fonction du capital, c'était peut-être 4-5% maximum maintenant du capital. Donc c'est clair que Ouais. ça réduit l'écart. Ça réduit, ouais. Ça réduit. Mais bon, tant Euh, mieux dans un sens. ouais. Oui, oui, c'est clair. C'est clair pour le trader particulier, c'est bien. C'est une bonne chose, je C'est pense. sûr. Bah oui, non mais bah après il y en a beaucoup qui voient ça quand même comme une mauvaise chose, ce que je peux comprendre dans un sens, mais ces personnes-là vont se rendre compte quand ils seront rentables, quand ils seront réguliers, ils se rendront compte que oui, en fait le SMA c'est une bonne chose. Mm. Je pense que ça vient plus de l'incompréhension au début, de se dire, ben non, moi je veux du levier, je veux un levier maximum en fait. Mm. Il n'y a pas Ouais. besoin, il n'y a clairement pas besoin. Ok. Alors là, devant nous, on est sur le DAX. Enfin, je crois Yes, on est sur le oui, DAX. oui, oui. Est-ce que tu as deux, trois choses à nous présenter sur tes graphiques ou Eh ben écoute, oui, pas? on peut parler de deux, trois choses sur mes écrans. Bon, déjà sur votre droite, vous trouverez le graphique 5 minutes. En haut à gauche, vous trouvez le 1 minute et en bas à gauche, vous trouvez le 15 minutes. Donc c'est une vue 3 graphiques. Sur mon écran de gauche, donc là je suis sur, pour vous dire, je suis sur un setup 2 écrans. Je suis chez moi. J'avais envie de live chez moi aujourd'hui, j'avais envie de trader depuis chez moi, plutôt que dans la salle. Et sur ma gauche, j'ai le dos
Jones en 5 minutes, que vous allez voir ici. Donc c'est le dos, et j'ai aussi le Dow Jones ici en 1 minute, sur le côté gauche aussi. Surtout, je m'en sers beaucoup pour l'ouverture US, pour voir un petit peu la corrélation entre guillemets des marchés, des zones et ainsi de suite. Donc je vais suivre beaucoup ces deux actifs à partir de 15h30 maintenant. Sur la droite, donc le graphique 5 minutes, vous voyez que j'ai un point pivot, par exemple, j'ai une moyenne mobile ici 20 périodes, et il y a beaucoup de tracés. Alors peut-être que certains vont être surpris, il y a énormément de tracés sur mes graphiques, mais bon, d'un côté, c'est primordial, c'est comme ça, encore une fois, que je me repère. En fonction des codes couleurs, que ce soit marron, rouge ou bleu, j'ai différentes zones. Donc, pour vous dire un petit peu, mes zones marron, ce sont des zones M5, donc ce sont des zones court terme. Mes zones rouges, ce sont des zones que je trace sur l'unité de temps H1, donc des zones moyen terme. Et les zones en bleu, ce sont des zones très puissantes qui sont sur du daily. En fait, qui sont la réunion entre les zones daily, H1 et M5. Et à partir de là, je vais me dire, ok, cette zone va avoir déjà une probabilité très importante d'être travaillée. Par exemple, on peut regarder ici ce qui s'est passé vendredi dernier. On a eu un contact sur la zone bleue 11 540. Direct, quand ça a topé 540, c'est parti juste sur la zone bleue inverse à 475, pardon. Je m'embrouille. Donc, je me repère beaucoup avec mes zones. Et elles sont très bien travaillées. Alors, il faut savoir que les zones, ces zones-là, je les ai tracées. Ces zones, celle-ci, donc toutes les zones au-dessus des 11 650, je les ai tracées ce week-end. Et toutes les zones en dessous de 11 600, je les ai tracées il y a 2 semaines, je dirais. Donc je vais essayer de faire une mise à jour de mes zones, donc de mes niveaux clés, dès que le marché m'oblige en fait, puisque c'est vrai que là on est sur des plus hauts, sur le dos on est sur des plus hauts annuels, sur le DAX on est quand même sur des bons plus hauts aussi, pas annuels mais on est quand même sur des bons plus hauts depuis un bon petit temps. Donc je vais quand même mettre à jour mes zones, c'est-à-dire que le matin je vais regarder un petit peu comment le DAX a travaillé mes zones la veille. Si elles n'ont pas été super bien respectées, je vais essayer de les modifier et essayer de les caler vraiment avec le prix à l'instant T. Et ces zones-là, encore une fois, vont me servir vraiment à me repérer. Donc, par exemple, pour donner un bel exemple concret en ce moment même, pour l'instant, moi, je juge qu'on est sur des marchés pas mal aussi. Je pense que vous êtes à peu près tous d'accord là-dessus. Je me sers énormément, peut-être ceux qui me connaissent déjà, par rapport à ma vidéo sur YouTube sur le point pivot. Le point pivot qui est un indicateur que j'aime énormément, qui peut être mon indicateur préféré, je pense, parce qu'il donne vraiment beaucoup d'informations. Ouais, le pivot, franchement, je trouve que c'est un indicateur qui est sous-coté. C'est-à-dire que je trouve qu'il n'est pas utilisé à sa juste valeur. Et moi, je m'en sers beaucoup sur au-dessus ou en dessous. C'est-à-dire que je vais ajouter de la couleur. Donc là, on est sur la plateforme Pro Time. Je vais ajouter de la couleur, un remplissage par rapport au pivot journalier. Et à partir de là, je vais essayer, bien sûr, en fonction du contexte, des fois on peut se mettre contre, mais je vais toujours essayer de trader dans le sens du pivot. Quand on est sur un marché correctif, c'est clair que c'est pas la même histoire. C'est clair que sur un marché correctif, ça sert à rien de suivre le pivot, puisque le marché correctif, plutôt le marché en range, marché en range, son but c'est de ranger autour du marché, sur une zone clé. Donc pivot, il va pas m'intéresser. Par contre, sur des marchés en tendance, comme on peut voir ici, on a une très belle hausse le 19 mars. On a eu des belles baisses entre le 20 et le 25. Et puis ces derniers jours, on a une petite zone assez compliquée, j'ai trouvé la semaine dernière. J'ai vraiment énormément aimé trader ces zones-là. J'ai fait quelques petits achats, quelques petites ventes. Comme je disais, il faut savoir s'adapter. Dans un marché comme celui-ci, on ne va pas trader des rebonds de zone. Moi, je vais plutôt trader des extrêmes. Donc, je vais essayer de capter des hauts, des bas. Je vais m'aider, par exemple, des bandes de Bollinger. Et par rapport au point pivot, je vais quand même essayer de garder dans la tête un sens prioritaire. Donc là, typiquement, ces deux derniers jours, mon sens prioritaire, il est beaucoup plus acheteur. Ça ne veut pas dire que je vais faire que des achats à 100%, mais on va dire que la plupart de mes trades seront orientés dans le sens du pivot. Voilà, tant qu'on tient, bien sûr, l'ouverture du jour, je me place dans le pivot. Donc à partir de là, ces zones-là, quand je sais que mon marché est plutôt dans une dynamique haussière sur le pivot journalier, eh bien, je vais aller chercher à travailler des rebonds de zone, donc des supports plutôt à la hausse. Donc, par exemple, je peux donner des exemples. Alors,
Encore une fois, les zones, elles sont travaillées le matin. Je les trace pas en fonction du marché dans la journée, je les trace vraiment le matin uniquement. Par exemple, on peut voir un petit peu le travail qui a été fait sur ce genre de zone, le pullback qu'il y a eu sur l'ouverture en plus du jour sur la zone, le pullback par exemple ici, là il y a eu un pullback raté, mais bon, c'est normal, hein, ça fait partie du jeu, si je peux dire ça comme ça. On a, vous voyez ici, pas mal de pullbacks, que ce soit ici, que ce soit là, en ce moment on se parle, que ce soit ce pullback là, et tous ces pullbacks de prix, je vais essayer d'en profiter. Donc, comme je dis, pour moi, un bon trader, c'est quelqu'un qui sait s'adapter. Il ne faut pas chercher plus loin. Après, voilà, encore une fois, je donne mon avis, hein, chacun a un avis différent, mais j'ai une fiche de mon côté qui m'indique tous les contextes possibles du marché. Et à partir de là, je ne vais pas rentrer dans une réflexion, est-ce que je devrais faire ça? J'ai ça, donc j'ai ça, donc j'ai ça, point. Je m'arrête ici. Là, j'ai un marché en tendance, donc typiquement, je peux donner une partie de mon schéma. Typiquement, pour moi, j'ai 3 schémas différents. Le schéma d'aujourd'hui, c'était marché en tendance. Ok, bon, marché en tendance. Ce matin, moyen, mais en fonction du pivot, je sais que, hop, ici, ça on l'a vu ce matin, j'étais en live aussi avec les étudiants ce matin, je savais que en dessous du pivot, j'étais sur un marché correctif, et au-dessus du pivot, j'avais une probabilité plus importante d'être dans un marché en tendance. Donc sur ce schéma typique, en dessous des 11 680 plutôt, en dessous des 11 680, je vais éviter de trader. Ça, je préfère pas m'aventurer dans le marché correctif, mais vraiment parce que j'utilise tous les pivots en fait. J'utilise le pivot journalier, hebdomadaire et mensuel. À partir du moment où pour moi on est contre le pivot hebdo et avec le pivot journalier, pour moi je ne trade plus. Voilà, j'estime que la probabilité de gain dans ces moments-là, elle est vraiment très faible et très mauvaise, et le marché est très difficile à trader. Donc entre 26 680 et je dirais juste ici 11 600, 11 680 pardon, et 11 600, je ne vais pas trader. Et au-dessus, bah, typiquement, je vais faire que de l'achat sur des rebonds de zone. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je réfléchis. Donc je reprends, j'ai marché aujourd'hui, je regarde un petit peu qu'est-ce qui se passe. J'ai 2 scénarios différents, puisque c'est ce qui se passe à l'instant T. Soit je vais être en tendance, donc eh bien, au-dessus du pivot, je vais chercher des cassures puis des rebonds de zone. Ou alors à la vente, pour le cas d'un marché correctif, bah, je vais éviter de trader. C'est-à-dire que là, typiquement, si ça partait à la baisse, à moins d'aller chercher 11 600 et peut-être d'aller chercher peut-être le gap à 550, à voir, et encore, j'éviterai de trader. Voilà. Et c'est comme ça en fait que je réfléchis à chaque fois sur mon trading. Je ne me pose pas plus de questions. J'ai tel contexte, j'ai tel scénario, donc j'utilise telle stratégie. À partir de là, je traite de telle façon. Et pour le coup, bah, dans les 2 scénarios des 2 derniers jours, donc à savoir que le point pivot d'hier, pour vous dire sur le DAX, le point pivot d'hier, il était ici, hein, il était à 11 513. D'ailleurs, je vais enlever ça, comme ça vous allez pouvoir un petit peu mieux voir. Le point pivot ici, qui était à 11 512 hier, tant qu'on tenait l'ouverture du jour, on payait. On ne faisait que de payer. Pareil pour aujourd'hui. Et quand on reprend les zones, vous voyez un petit peu typiquement ce que je vous dis, c'est que quand on a un marché pareil, quand on n'a pas de zone, c'est dur de se repérer. Parce que le but d'une zone, c'est de savoir justement quand ça va pullback, quand ça va se retourner. On ne peut jamais être sûr, mais les zones nous aident à savoir cela. Donc à partir de là, sur ces 2 derniers jours, bah, je vais plus forcer l'achat. Et quand on voit les zones, bah, tous les rectangles noirs, c'est typiquement le genre de zone que je peux tenter de trader à la hausse. Ça, c'est bon, j'en ai dit un petit peu plus que prévu, mais c'est je trouve, à mon sens, une façon simpliste de trader, mais en même temps qui est extrêmement logique. Elle est extrêmement logique, et ce que je disais ce matin, c'est que le problème, c'est que le trading, c'est pas forcément compliqué. Alors attention, je m'explique hein, avant de dire ça. Le trading, je trouve que c'est pas compliqué, c'est nous qui le rendons compliqué. Le plus compliqué en trading, c'est nous-mêmes, c'est la psychologie. C'est pour ça qu'on dit que, alors moi personnellement, je dis que la psychologie, c'est 80% du trading. Alors, si t'as pas la psychologie, bon courage. Et la psychologie, comment on arrive à la travailler, comment on arrive à l'avoir, c'est en ayant un bon plan, un bon timing, une bonne analyse technique et une bonne gestion de risque. C'est 4 points clés. Et c'est un cercle vicieux, malheureusement. Donc à partir de là, un trading comme celui-ci, alors bien sûr, on analyse cela après coup. On peut tout dire, on peut dire oui, mais c'est trop simple, on le voit après, certes, mais
Moi, le matin, quand je fais mon plan du jour, je l'annonce à l'avance. Je dis, au-dessus de tel niveau, on achètera toutes les zones. En dessous de tel niveau, ce matin, par exemple, on évitera de trader. Et à partir de là, bah, je vais attendre. Et la patience, bah, c'est après, en termes de timing, pour moi, en termes de méthode, sans parler de psychologie, la patience, à mon sens, c'est quasiment 100% du trading. Alors que c'est bien d'avoir le scénario, c'est bien de savoir dans quel contexte on trade et ainsi de suite, mais si après on n'est pas patient, t'as beau avoir la meilleure méthode, la meilleure stratégie au monde, qui n'existe pas en soi, mais on part dans cet exemple-là, si t'es pas patient, tu pourras pas réussir à être rentable, quoi. Donc un trading comme celui-ci, c'est simple, mais on la rend compliquée parce qu'on n'est pas patient, parce qu'on veut être trop gourmand, parce qu'on veut être trop pressé, et parce qu'on veut toujours trader. Alors que la personne qui se dit, moi je vais faire que des achats dans un marché pareil, peu importe le timing, hein. C'est-à-dire que là, je ne prends même pas de timing. Vous prenez les zones, vous prenez la moitié de mes zones, vous prenez un achat dès que ça contacte avec, sur ces donc 2, 4, 6 et 7 et un 8, 2, 4, 6, 8, oui, il y en a presque 9. Je dis 8 parce que celui-ci est en cours. Sur ces 8 trades, il n'y en a eu qu'un seul perdant. Et je n'ai même pas parlé j'ai même pas parlé de timing, quoi. Donc, voilà, c'est un petit conseil, une petite astuce que je donne pour ceux qui nous regardent. Si ça peut les aider, ça peut les faire réfléchir différemment. Moi, je dis juste que voilà, si aujourd'hui vous n'arrivez pas à être rentable, ben, il faut arrêter de ce cercle vicieux. Il faut arrêter ce cercle vicieux de je n'ai pas de repères, je n'ai pas d'analyse technique, je n'ai pas de plan. Donc forcément, je fais beaucoup de pertes, je fais beaucoup de trades que je ne comprends pas. Et donc forcément, si j'ai beaucoup de pertes, je vais vouloir me refaire, donc faire encore plus de trades pour gagner, pour récupérer mes pertes. Et en fait, bah, c'est le serpent qui se mord la queue, en fait. Ça peut jamais terminer jusqu'au jour où on se dit, bah stop, j'arrête. Et là, je reprends les choses au sérieux. Je commence point par point l'analyse, le timing, le scénario et ainsi de suite. Et je patiente au maximum, quitte à louper des opportunités. C'est pas si grave que ça. Ok, très intéressant. Voilà. Très intéressant, ouais, surtout voilà. les points pivots. C'est vrai que c'est un indicateur qui est sous-estimé. Ouais, moi, le premier qui sous-estime. D'ailleurs, je vois sur tes graphiques, tu mets pas les R1, S1, S2, S3. Est-ce qu'il y a une raison pour cela? Est-ce que bah, ouais. Écoute, avant, je mettais les supports résistance, même les mid R1, mid S1 et tout, mais ben, je me suis rendu compte de plus en plus qu'en fait, à partir du moment où tu as une bonne analyse technique, ben, en fait, quasiment tout le temps, en fait, tes résistances 1, résistance 2 sont dans tes zones. Donc, okay. Je préfère plus privilégier, si tu veux, l'analyse du prix, le comportement du prix dans l'historique du marché, plutôt que, on va dire, l'indicateur d'un indicateur. Enfin, je dis entre guillemets. Après, je sais pas, je t'avoue, je regarde plus beaucoup, en fait, justement, les R1, R2. Encore une fois, les zones font tellement bien le travail que j'ai besoin. Par exemple, je prends la R1. Tu vois, la R1, elle est sur le haut de ma zone aujourd'hui. Ouais. Donc, au moins, ça c'est fait. La S1, ouais, la S1, elle est juste à côté de ma zone. Si je prends un petit peu ce qui s'est passé hier, je sais pas si on va voir un petit peu sur le pivot. Alors, ça... attendez, hop, on va prendre ça. Donc, je vais regarder ça ici. Donc, la R1, bon, la R1, elle était sur le gap totalement. Et la S1, elle était à l'intérieur de ma zone marron, rouge et bleu, qui était ma zone journalière. Donc, ouais. C'est plus un constat que je me suis fait. Je me dis, bah, pour moi, à partir du moment où tu as une bonne analyse, on va dire 70-80% du temps, en fait, les supports 1, support 2, résistance 1, résistance 2 et ainsi de suite seront en fait dans tes zones, quoi. Mais je m'en suis en tout cas beaucoup servi au début, c'est clair. C'est juste ça a évolué, on va dire. Ok, bah, écoute, merci pour ces explications. Avec plaisir. Alors, est-ce qu'il y aurait des questions par hasard? Alors, j'en vois une de Elon qui demande pourquoi y a-t-il écrit données indicatives IT Finance en bas des graphes. Est-ce que tu veux y répondre, Ibrahim, ou... Pourquoi quoi? Tu veux que j'y réponde? Pourquoi y a-t-il écrit données indicatives IT Finance en bas des graphes? Ah bah je sais pas du tout, ça c'est... Ouais, ça c'est... Je sais pas, c'est sur tous les graphiques, non? Ouais, je sais pas si c'est possible de
de supprimer ça, mais normalement, c'est surtout les graphiques. En tout cas, j'ai toujours vu ça. Oui, oui, c'est surtout les graphiques, ouais. 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 Bon, il n'y a pas de questions pour le moment. Ibrahim, où est-ce qu'on peut te retrouver pour te suivre? Est-ce que tu es sur des Euh, réseaux sociaux? yes, alors il y a YouTube, donc Ibrahim Chauvin sur YouTube. Je publie assez souvent des vidéos, on va dire une fois tous les 2-3 jours maintenant, où je reprends par exemple ce genre de vidéos, les points pivots. Par exemple, j'en parle pendant 30-40 minutes, où je parle justement de l'intérêt de trader dans le sens du pivot, l'intérêt de se repérer avec le pivot. Sur Facebook aussi, Ibrahim Chauvin-ICT Finance. Et puis Mhm. aussi sur le site ICT Finance, donc ictfinance.website. Voilà. Et Ok, puis, si vous avez des questions par rapport à ce qu'on a dit aujourd'hui et que vous n'avez pas posé aujourd'hui, n'hésitez pas à les poser, à m'envoyer un message sur Facebook en privé. J'y répondrai quand j'aurai du temps, ou alors sur YouTube, pardon, dans les commentaires d'une vidéo qui traite d'un sujet dont vous avez envie de travailler. ok, très intéressant. Et ok, oui, c'est vrai que tu es sur ouais, beaucoup de réseaux sociaux. Et d'ailleurs, moi, personnellement, j'aime bien tes vidéos YouTube tu partages des informations plus gratuitement, ce qui est quelque chose vraiment d'assez sympathique dans cette communauté. Donc, merci déjà, merci pour ça. Merci à toi. Merci à toi. Et Je pense, ouais, je pense que c'est important. En fait, j'ai envie de partager des choses dont j'avais pas accès, en fait, si tu veux, au début. Donc, je pense que mhm, c'est important quand même de partager un minimum son savoir, quoi. C'est bien important. sûr. Alors, il y a des questions qui arrivent. Yes. Alors, je ne sais pas si tu les vois, Ibrahim. Non, Non, je ne sais du pas. tout. Alors, Dorian qui demande quel budget pour commencer à trader et quel levier utiliser. Merci. Alors, déjà, levier le moins possible. Ça, c'est sûr et certain. Euh, Maintenant, en termes de budget pour le trading, il n'y a pas de budget en soi, si tu veux. Et même pour tout le monde, il n'y a pas de budget. C'est-à-dire que vos gains seront proportionnels à votre capital. Si vous investissez, alors si on part d'une base que vous allez faire par exemple 6% tous les mois, et je peux vous dire que 6%, si vous êtes régulier, vous faites partie quand même des meilleurs traders. Ça peut paraître bizarre, mais 6% régulièrement, pas tout le monde peut le faire. Si vous faites 6% sur 1000 euros, vous allez faire 6% peut-être même sur 10 000. Après, bon, il y a la psychologie qui va changer, mais euh, tu n'as pas de capital nécessaire. Maintenant, moi, ce que je conseille, c'est au début, investir un capital que clairement tu es prêt à perdre à 100%. C'est-à-dire qu'au début, tu peux très bien investir 200-300 euros, commencer à te faire la main avec des micro-lots, hein, avec 10 centimes. On peut trouver plein de choses avec 10 centimes. Le DAX peut être tradé à 10 centimes le pips. Et petit à petit, ça, je le dis parce que je l'ai vu malheureusement, et comme je reçois aussi beaucoup de messages par rapport à ça, de personnes qui me disent oui, j'ai investi dès le début 20 000 euros, 30 000 euros, et j'ai tout perdu. Franchement, ça fait chier, quoi, ça fait bloqueur quand même de voir ça, parce qu'on veut être trop gourmand rapidement. Donc, il n'y a pas de budget, si tu veux, en soi. Investi, à mon sens, dans un premier temps, sur un capital assez faible, 300, 400, 500. Après, ça dépend bien sûr de tes comptes. Si tu peux investir un capital de 1000 euros et que ça ne te gênerait pas non plus énormément de les perdre, tant mieux, fais-le. Mais si par exemple tu as 50 000 euros à investir en trading, en tout cas c'est ton objectif, investis jamais le capital de départ, investis jamais la totalité. Qu'on ait 50 000, 100 000 euros en trading pour investir plus tard, moi je pense que maximum 1000 euros déjà, je trouve que c'est déjà pas mal pour commencer, pour te faire la main, vraiment pour te faire la main. Et après, idéalement, si tu veux, tu peux commencer à faire par échelon. C'est-à-dire que tu vas par exemple, tous les 2 mois de gains consécutifs, tu peux augmenter ensuite la taille de ton compte. Si bien sûr tu le peux. D'évoluer, de faire avancer ton compte en fonction de toi, ton évolution sur les marchés financiers. Mais surtout, c'est mon grand conseil, n'investissez pas la totalité de vos économies dès le début. Pour moi, c'est Mhm. une énorme erreur. Et puis commencer par un compte démo aussi. On a la chance d'avoir un Yes, compte démo, enfin, yes, chez tous les brokers. Donc autant en clairement. profiter au début et ensuite commencer par un petit capital réel et ensuite, si vous gagnez, voilà, passer à un capital qui vous correspond. Mais voilà, allez-y étape par étape. Je pense que c'est la meilleure chose à faire pour être régulier finalement et rentable sur du long terme. Clairement. Ah oui, le compte démo, c'est important. Mais attention à pas utiliser le compte démo comme un compte
à la Wallagate. Hein. Idéalement, quand on trade un compte démo, il faut aussi le trader comme si on était en réel. C'est comme ça qu'on apprend. Parce que si vous tradez un compte démo comme n'importe quoi, moi le premier, hein, vous n'aurez pas les réflexes du réel après. Ça c'est triste, mais je pense qu'on l'apprend tous aussi. Alors Jamila, oui, la vidéo sera disponible en replay sur YouTube. Amine qui demande de refaire l'analyse. Alors Ibrahim va pas refaire l'analyse puisque voilà, ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble, donc vous pourrez regarder la vidéo en replay sur YouTube. Elon qui demande, j'aimerais savoir s'il est mieux de trader les croisements stochastiques M1 lorsque le stochastique M5 a croisé dans la bonne direction ou trader le M1 séparément. Alors ça c'est je pense que c'est une question à part, c'est très spécifique comme question pour le coup. C'est très spécifique, ouais. Ouais, et je pense que c'est pas évident de te répondre parce que ça, encore une fois, tu vois là, ça dépend de ton contexte en fait. Et pour moi, la réponse c'est ça dépend de ton marché. Si tu es en tendance et tu traites des croisements stochastiques en M1, si ça croise en même temps en M5, bah, pourquoi pas? Fais des stats. Essaye de reprendre. Hein. Moi, je pense, j'ai énormément travaillé comme ça. Hein. Je fais des stats. La première méthode que j'ai créée, je l'ai backtestée pendant 2-3 ans en arrière. Et j'ai regardé un petit peu ce qu'elle valait. Et ensuite, j'ai fait des stats. Et ensuite, je me suis rendu compte que oui, elle peut être gagnante. Donc, je l'ai appliquée et elle gagnait. Donc, je pense que la meilleure solution, c'est fais les stats. Regarde par toi-même. Mais je pourrais malheureusement pas te répondre parce que un croisement stochastique, ça dépend où il intervient. Un croisement stochastique en range, c'est pas la même puissance qu'un croisement stochastique dans un marché sans flux ou en tendance. Donc c'est pas évident de répondre à une question pareille, désolé. Alors Hannibal qui demande comment vous tracez les niveaux. Les niveaux de prix, je vais les tracer, si tu veux, sur la réaction du marché. Si je prends, par exemple, je vais prendre rapidement du 15 minutes. Je vais prendre un exemple juste là. Par exemple, tu vois ici, tu as une réaction du prix à tel endroit, juste là. Tu as une réaction du prix à tel endroit, tu as une réaction du prix à tel endroit. À partir de là, tu sais que c'est une résistance. Donc là, tu es sur un triple top. Triple top, déjà, un triple top invalidé, en général, ça donne ça. Ça, c'est pas très surprenant. Mais tu sais que quand ton marché va revenir dessus, il y aura quand même une réaction. Alors, est-ce qu'elle va être importante, cette réaction ou pas? Ça, après, tu peux pas le savoir en soi. Mais moi, je vais énormément tracer mes zones, bien sûr, selon le comportement du prix. Je prends un autre exemple. Vous regardez ça, ce prix-là. Ça, j'appelle ça un reverse, c'est-à-dire que c'est un marché qui se retourne assez violemment. Donc, il fait un haut, puis se retourne violemment. Donc, ça, on a une résistance. Un autre reverse, puisque à l'ouverture des marchés à 9h pile poil, le marché a vraiment bien chuté. Donc, deuxième reverse. Les deux résistances deviennent support, redeviennent support une nouvelle fois. Donc, tu sais qu'à partir de là, ton marché, il a une zone qui travaille. Ton marché, il a forcément un niveau de prix qui va être vraiment travaillé. Il faut partir du principe que le prix, il a une mémoire. Le prix, il n'oublie pas ce qui s'est passé hier. Hein. Croyez pas. Le prix, pour vous donner la petite anecdote, en décembre de l'année dernière, donc il y a quelques mois, en décembre 2018, on était sur des plus bas de l'année sur le DAX. On a fait une sale année en 2018. Hein. Le marché a pris un coup tellement dur. Ça se compte en moins 15%, des choses comme ça. Bon, il a pris cher le marché. Et mon analyse technique, comme j'avais pas de plus bas ces dernières semaines, j'ai été obligé de regarder les niveaux techniques de 2016, donc 2 ans en arrière. J'ai regardé 2016, je peux te dire que mes niveaux techniques, ils ont super bien marché. Donc il ne faut pas avoir peur de revenir en historique, et il ne faut pas avoir peur de regarder un petit peu la réaction. Vous regardez par la suite, donc la même zone qu'on vient de tracer. Hein. Donc, je vais la mettre en couleurs différentes pour que vous puissiez l'identifier. On va la mettre en orange. Voilà, on va la mettre en couleur noire. Je pense que ça va être très beau, mais bon, c'est pas grave. Je vais mettre ça ici. À partir du moment où on identifie cette zone, elle a été travaillée ici, elle a été travaillée là. Plus tard, elle a été travaillée hier, et c'est pour ça que cette zone, elle était magnifique. Ouverture, support, et c'est parti à la hausse. Donc le montrer à cette zone, je le fais sur le comportement du prix. Comme un support et résistance, en fait. Si tu veux, une zone, c'est juste l'accumulation de plusieurs niveaux. C'est l'accumulation de plusieurs niveaux techniques qui regroupent en fait, qui forment une sorte de pâté. Moi, j'appelle un pâté. Voilà, on a un bloc de marché, c'est un pâté de ligne, on trace la zone et basta. Voilà.
Ok, très bien. Alors, je sélectionnais 2 dernières questions. Yes. La première, est-ce que tu utilises Ishimoku pour intervenir dans tes zones de convergence? De la part de Sullivan. Non, j'utilise de temps en temps Ishimoku. Alors, je suis un peu un trader schizophrène, c'est-à-dire que il y a des moments où je vais utiliser des indicateurs et du jour au lendemain, je vais arrêter de les utiliser. Mais moi, je considère que c'est pas méchant parce que ça ne me bride pas. En fait, si tu veux, je vais toujours trader. Ça fait 6 ans que je trade exactement de la même manière. Je trade en tendance et bon là, depuis quelques années, je trade aussi en correction, en range et tout, mais j'ai toujours tradé essentiellement la tendance. Maintenant, il y a des fois où j'utilise, par exemple, là, j'utilise plus du tout un indicateur que j'utilisais énormément, que j'aimais beaucoup, c'était le Super Trend. C'est un indicateur tout bête que j'ai longtemps utilisé. Ishimoku, je l'ai utilisé encore l'année dernière, mais il y a des moments où j'utilise plus d'indicateurs. Pas parce qu'ils me plaisent plus, juste parce que j'ai envie de changer. Moi, je considère que c'est pas mauvais à partir du moment où on garde quand même la même stratégie, le même système, le même fonctionnement. Donc, je garde exactement le même plan et ainsi de suite. Pour ce qui est, ça c'est pour la partie uniquement si je trade avec. Pour la partie analyse technique maintenant, je n'utilise aucun indicateur pour l'analyse technique. Ça c'est important, je pense, de le préciser. Je n'utilise vraiment pas d'indicateur technique. Alors, ta question peut-être par rapport à Ishimoku, c'est peut-être du coup, est-ce que je regarde par rapport à la Shikuspan, est-ce que je regarde un peu tout ce qui est les plats de Kumo et ainsi de suite. Ça m'est longtemps arrivé de regarder ça, mais comme je disais à Valentin tout à l'heure, par rapport aux résistances et au support des points pivots, pour moi, à partir du moment où ton analyse technique est bonne et que tu arrives à avoir des bons tracés de zone, dans l'ensemble, tu retrouves toujours les mêmes informations. Donc non, je n'utilise pas Ishimoku pour analyser, mais dans tous les cas, l'analyse technique, j'utilise aucun indicateur. Et moi, je pense que c'est important vraiment d'avoir aucun indicateur quand on fait de l'analyse technique. Alors, pas tout le temps indicateur, mais principalement le prix. C'est le plus important. On peut s'aider de l'analyse technique avec des indicateurs techniques, mais il ne faut pas que ça soit prioritaire. Voilà, okay. C'est mon avis. Et enfin, quel est votre avis au sujet du trading avec les vagues d'Elliott de la part de Jamila? Les vagues d'Elliott. Est-ce qu'on parle, attends, parce que ça me pose une gueule, est-ce qu'on parle des vagues d'Elliott de base ou est-ce qu'on parle des vagues d'Elliott de l'indicateur Non, d'accord, je pense savoir ok. Des vagues d'Elliott, bah écoute, je pense que les vagues d'Elliott, bah, ça reste un principe, on va dire, universel. Ça reprend la théorie de dos. Donc, bien sûr que les vagues d'Elliott en soi, elles sont utilisables. Mais maintenant, si tu parles vraiment de est-ce que je vais vraiment identifier le 1, le 2, le 3, que je vais me faire des projections sur le petit A, le petit B et ainsi de suite, non, je ne me sers pas de ça. Je ne me sers pas du tout de ça, honnêtement. Je ne vais pas dire que c'est pas quelque chose qui m'intéresse, mais encore une fois, j'ai un plan qui est vraiment bien détaillé. J'ai un plan qui est vraiment qui m'est propre en fait et qui n'utilise pas de vague d'Elliott. Mais bien sûr, après la théorie de dos, ça reste. Voilà, la théorie de dos, bien sûr, je vais utiliser, ça reste complètement basique. Mais les vagues d'Elliott, non. Le problème pour moi, ce que j'ai avec les vagues d'Elliott, c'est que c'est trop de suppositions. Et c'est pour ça que j'utilise pas. C'est que c'est trop de suppositions. Et finalement, si tu te trompes sur ton analyse, ben, dans tous les cas, tu te trompes. Et même si tu as repéré le A, le B, le 1, et ainsi de suite, ton marché, encore une fois, il fait ce qu'il veut. Donc, j'ai pas envie de me faire biaiser, en fait, par ces numéros, par ces cycles. Je trade. Tant que le marché monte, bah, j'achète. Tant que le marché baisse, je vends. Tant que ça range, j'achète et je vends les extrêmes. Point. Voilà, en espérant avoir répondu à ta question. Ok, eh bien écoute, merci beaucoup Ibrahim. Donc, comme il a dit Ibrahim, on peut te retrouver donc sur les réseaux sociaux, Facebook, je pense également Twitter, mais surtout YouTube et ton site web, c'est ça? Yes, exactement, donc, sur Facebook aussi. Ouais. Ok. De toute façon, tous les liens seront en description de la vidéo. Je vous remercie pour votre attention. Merci Ibrahim d'avoir accepté cette interview très intéressante. Avec grand plaisir. Merci à tous ceux qui m'ont écouté. Bah, merci à tous ceux qui ont suivi le live. Et puis, bah, au plaisir de pouvoir échanger sur les réseaux sociaux.
Très bien. Bien écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à lui envoyer ou vous répondez directement en commentaire sur la vidéo qui sera disponible en replay, hein, évidemment sur YouTube. Et, euh, et voilà, écoutez, excellente journée à vous. Merci encore Ibrahim. Je vous souhaite également une excellente journée et je vous dis à la prochaine pour une prochaine interview. À très bientôt, ciao, ciao.